Ce manhwa commence avec un homme aux cheveux argentés tyran. Un homme potelé d'âge moyen reçoit une balle dans la poitrine. Ses hommes l'appellent Chef Chao alors qu'il s'effondre. Un garde riposte immédiatement. L'homme aux cheveux argentés est criblé de balles. Alors qu'il gisait dans une mare de sang grandissante, une pensée lui traversa l'esprit. La règle la plus juste au monde est que chacun n'a droit qu'à une seule vie. Chao Shu avait vécu dans la gloire pendant des années, mais à la fin, il est mort aux mains de quelqu'un qu'il considérait autrefois comme personne. Et peu importe la richesse qu'il avait, même celle rivalisant avec des nations, cela ne pouvait pas le sauver. Aux portes de la mort, l'homme aux cheveux argentés ressentit un amer soulagement. Au moins, il avait vengé ses parents. Le destin était cruel. Cela lui avait presque tout pris. Avant que ses yeux ne se ferment enfin, une pensée ne cessait de résonner dans son esprit. Il a refusé d'abandonner. Soudain, ses yeux s'ouvrirent brusquement. Il était allongé dans son lit, comme quelqu'un qui se réveille d'un cauchemar. Il était abasourdi, car dans sa mémoire, il venait d'être tué par les gardes du corps de Chao Shu. En regardant autour de lui, la pièce lui semblait familière. C'était un petit endroit où il vivait quand il était étudiant. Une pensée choquante le frappa. S'il était revenu dans le passé, il a rapidement allumé la télévision. Les infos annonçaient un événement majeur. Un jeu de réalité virtuelle immersif, Conviction, venait de lancer sa bêta ouverte. En voyant cela, son cœur s'est emballé. Conviction venait tout juste d'ouvrir ses serveurs, ce qui signifiait qu'il était réellement revenu. L'homme aux cheveux argentés s'appelait Nian. Il ramassa un cadre photo à côté de son lit. À l'intérieur se trouvait une photo de lui debout avec ses parents. À cette époque, sa mère et son père faisaient des affaires à la frontière, échangeant une médaille stratégique appelée plutonium. L'État l'a achetée à des prix des centaines de fois plus élevés que la normale, grâce à quoi leur famille a gagné une énorme fortune. Plus tard, son père a ouvert une fonderie de métaux et leur famille est rapidement devenue riche. Mais les beaux jours n'ont pas duré. Quand Nian a eu 25 ans, tout s'est effondré. Le groupe financier Chiong a frappé. Les proches et partenaires de son père, soudoyés par Cao Shu, se sont retournés contre eux. L'entreprise a subi de lourdes pertes et a fait faillite. Son père a pris du poison et s'est suicidé. Sa mère tomba malade à cause du choc et mourut dans le chagrin peu de temps après. Mais la cruelle vérité était que Nian lui-même était innocent lui aussi. Grandir dans la richesse l'avait rendu paresseux. Il perdait ses journées à ne rien faire. Lorsque tout s'est effondré, il n'avait aucune compétence, aucun plan et aucune issue. Finalement, il a choisi la voie la plus extrême. Mourir avec Cao Shu, mais maintenant, le ciel lui avait donné une autre chance. Et cette fois, Nian a juré qu'il ne perdrait plus jamais tout. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas encore réalisé? Cette seconde vie commencerait dans le monde de la conviction. Conviction est un jeu holographique interépoque qui change le monde. D'innombrables groupes financiers sont apparus par la suite, et le groupe de Shu a aussi commencé son ascension grâce à Conviction, qui est vite devenu le deuxième monde de l'humanité. Dans sa vie précédente, il était un grand voleur de niveau 180+. Il a vérifié la date sur son téléphone et celui-ci indiquait le 25 juillet 2025, ce qui signifie que la condamnation n'était ouverte que depuis 7 jours. Cela lui a fait penser qu'il avait encore le temps. À ce moment-là, le niveau le plus élevé du classement du jeu ne devrait être que le niveau 5. Possédant les souvenirs de sa vie passée, il peut les rattraper. Il voit là une chance de renverser la situation. S'il se souvient bien, il lui reste un peu d'économie, assez pour acheter le casque de jeu de niveau le plus bas. Il était déterminé à se venger de Shu, qui avait causé la ruine et la mort de sa famille. Il enfile sa veste, bien décidé à changer tout ça. Cette nuit-là, il a reçu le casque. Bien qu'il soit déjà 7 jours plus tard que les autres, mais ressuscité, il surpassera tous ses adversaires avec la force de la foudre et marchera jusqu'au sommet de la conviction. Il met le casque. Il a été déclaré coupable et on lui a demandé de choisir son pays. La conviction se divise en 3 factions. La faction légale et bonne est formée de l'Empire du Groenland et de l'Empire de Saturne. L'Empire du Groenland est une nation humaine dirigée par un conseil d'anciens. L'Empire de Saturne est une nation d'alliance tribale composée de nains, d'hommes bêtes et d'elfes. La faction sombre et légale se compose de la tribu des descendants de démons et de la tribu des morts-vivants sous une dictature à chef. Enfin, les gens pacifiques peuvent choisir la tribu géante de la faction loyale bonne et neutre. Dans sa dernière vie, il a opté pour la classe de voleur de vent de l'Empire du Groenland, maîtrisant parfaitement ses compétences et quêtes. Ainsi, choisir à nouveau le voleur de vent lui permettra de profiter du plus grand avantage de revivre sa vie. Le système a détecté qu'il avait choisi la classe de voleur de vent. C'est ainsi qu'il avait choisi de naître dans l'Empire du Groenland. Le système lui a demandé de nommer son personnage. Il a choisi le nom de Nia Jean. Le nom a été réussi et son personnage a été créé. Il est
Il a 6 en force, en agilité, 5 en défense, 4 en intelligence et 80 points de santé. Il était content de retrouver ce sentiment familier. Il a ajouté 3 points à la force et 2 à l'agilité. Dans sa dernière vie, il a mal ajouté des points, perdant beaucoup de temps. Cette fois, il s'est promis de ne pas se tromper. Le point de téléportation de Carol enverra les joueurs dans diverses villes et villages. Un mage arcanique de niveau 3 vendait bruyamment une dague de tableau blanc de niveau 0 de qualité supérieure. Le poignard avait 2 points d'attaque, soit 1 point de plus que le poignard du débutant. Le prix, seulement 2 pièces de cuivre, et il n'en restait que 3 en stock. Nia Jean a immédiatement compris ce qui se passait. À Rocktown, ces mêmes poignards à tableau blanc se vendaient pour une pièce de cuivre, et la téléportation là-bas était totalement gratuite. Dans sa vie antérieure, il était tombé dans le même piège et avait acheté un objet, réalisant plus tard qu'il avait été arnaqué. Mais maintenant, avec tous ses souvenirs, il savait mieux. Près de lui, un paladin de la garde impériale de niveau 3 proposait quelque chose de plus intéressant. Un livre de compétences furtives à 6 pièces de cuivre. Plusieurs joueurs s'étaient rassemblés autour de lui. Ils voulaient la compétence, mais le prix était trop élevé. Même Nia était intéressé. Il s'est approché pour demander le prix. Le paladin répéta que chaque livre de compétences furtives coûtait 6 pièces de cuivre. Pour un voleur, la furtivité était la compétence la plus puissante en début de jeu, absolument essentielle. Nia Jean se souvint aussi de quelque chose de sa vie passée. Dans la zone des monstres Wildcat de Tracktown, un coffre caché contenait une compétence capable d'accélérer le niveau. Cette zone était peuplée de monstres de niveau 5, tandis que la plupart des joueurs étaient au niveau 2 ou 3. Ce qui voulait dire que personne ne l'avait encore découvert. Nia Jean a calmement demandé au paladin de lui donner le livre gratuitement. En échange, il lui révélerait un secret, une méthode pour obtenir plus d'une douzaine de livres de compétences furtives en un jour. Le vendeur lui a dit de dégager. Pas question de donner un livre de compétences à un parasite. Mais Nia Jean, imperturbable, lui a demandé de ne pas se précipiter. Parce que s'il avait bien deviné, ces livres furtifs provenaient de chamans tombés au combat à Linktown. Le paladin se figea. Il regarda Nia Jean sous le choc et lui demanda comment il savait cela. Nia Jean est allé encore plus loin. Il a calmement révélé les coordonnées exactes. 22385-2338-23329. Le vendeur était abasourdi. Ce gars connaissait non seulement les monstres, mais aussi les coordonnées. Un instant, il se demanda si cet étrange joueur de niveau 0 disait vraiment la vérité. Ce qui le troublait le plus, c'était comment quelqu'un qui n'avait pas encore monté de niveau pouvait connaître des détails si précis. Après réflexion, il décida de tenter sa chance. De toute façon, ce n'était qu'un livre furtif. Si l'info était vraie, il pouvait facilement en obtenir 3 par jour. Il a accepté la demande d'échange. Le système a notifié Nia Jean que le joueur Flying Stone avait échangé un objet. L'affaire était faite. Nia Jean lui a dit d'aller au 2385.21338.2339 pour chasser les chamans déchus, près du camp. S'il farmait bien, il pourrait obtenir plus d'une douzaine de livres de compétences furtives par jour. Flying Stone était excité et prêt à essayer. Avant de partir, Nia Jean lui rappela une chose. Les chamans déchus pouvaient aussi lâcher la compétence de perception de l'oiseau de nuit. S'il avait des exemplaires en trop, il devait lui en envoyer un. Flying Stone hocha la tête rapidement. Tant que l'information était vraie, il promit d'envoyer la compétence dès qu'elle tomberait. Nia Jean se dirigea vers le cercle de téléportation. Maintenant qu'il avait la furtivité, il était temps d'ouvrir les coffres cachés. Il arriva à Tracktown. Il avait appris la compétence furtivité, lui permettant d'entrer dans un état de dissimulation, le rendant plus difficile à détecter. Cependant, plus le niveau de l'ennemi était élevé, plus il serait facile de le sentir. Il l'activa et se précipita dans les rues. Personne ne l'a remarqué. Il quitta la ville et se dirigea vers la forêt. Bientôt, il atteignit la zone Wildcat, où se trouvait un chat sauvage borgne de niveau 4 et plusieurs chats de niveau 2 à proximité. Le coffre au trésor était sur une branche d'arbre. Par conviction, les coffres au trésor étaient classés du blanc, de l'argent, de l'or foncé jusqu'au légendaire. Plus le rang est élevé, meilleurs sont les objets à l'intérieur. Une fois pillé, le coffre disparaît pour toujours. Et comme il s'en souvenait, le coffre d'argent caché dans la zone Wildcat était toujours là. Personne ne l'avait encore pris. Même s'il s'agissait techniquement d'une zone Wildcat de niveau 5, un joueur de niveau 0 comme lui n'avait absolument aucune chance de se battre ici. Mais il y avait un avantage. Même s'il mourait, il ne perdrait ni expérience ni équipement. Il activa de nouveau la furtivité et se précipita en avant. Sa furtivité ne durait que 2 minutes, et ouvrir un coffre prenait du temps, donc il devait agir vite. Mais soudain,
Un des Wildcats sentit quelque chose et se jeta sur lui. Il ne pouvait pas s'approcher trop d'eux, sinon il le détecterait immédiatement. Il fit un salto rapide, esquivant de justesse l'attaque. Puis il atterrit doucement. Sans perdre une seconde, il sauta vers la branche et ouvrit le coffre. Il se força à rester calme, car sa furtivité pouvait être compromise à tout moment. Le coffre se déverrouilla lentement. 27 secondes passèrent. Enfin, il s'ouvrit. Niajan poussa un soupir de soulagement. C'était la première étape de son chemin de nivellement parfait. À l'intérieur, un livre de compétences. Frappé Vitali. Une compétence puissante qui cible les points vitaux d'un ennemi, infligeant des dégâts supplémentaires. Son effet est simple mais mortel. Toucher un point vital inflige 150% de dégâts. Temps de recharge, 30 secondes. Cependant, la compétence était réservée à 3 classes. Voleur, guerrier et paladin. Niajan confirma que le coffre contenait bien Vital Strike, une compétence de voleur de haut niveau à apprendre dès le niveau 0. Avec cette compétence, la difficulté de monter en niveau au début serait réduite de moitié. Il a appris Vital Strike. Puis, l'effet furtif s'est terminé. Il sauta de la branche, salua les Wildcats et les remercia d'avoir gardé le coffre pour lui. Dans la conviction, mourir signifiait perdre expérience et équipement. Mais il était niveau 0, avec seulement l'ensemble standard pour débutants. Donc, même en mourant, cela ne lui ferait pas trop de mal. Le système l'a informé de sa mort et il a laissé tomber une paire de gants standards pour débutants. Après cela, il a été téléporté à la ville la plus proche. Yan a ri, trouvant cette livraison express gratuite très pratique. Il passa ensuite à la deuxième étape de son plan de montée et courut à travers la ville. La deuxième étape de son plan demandait 20 pièces de cuivre, mais chaque nouveau compte ne commençait qu'avec 10. Il devait donc d'abord gagner de l'argent. Il se souvenait d'une chaîne de quêtes cachée ici. Il a rencontré pour la première fois le chasseur Klaus et a accepté une quête visant à collecter 20 crânes de rats géants gris argentés. Puis il rencontra le fermier Enda et accepta une autre quête visant à tuer 50 rats géants gris argentés. Après cela, il est allé voir le pharmacien Or. Or avait déjà entendu Klaus et Enda parler d'un jeune homme ayant accepté leur quête. Coïncidence, il avait aussi besoin de médicaments et demanda à Yan de les récupérer. La quête cachée s'est alors déclenchée. Yan savait que ce secret ne pouvait être révélé que si les 2 premières quêtes étaient acceptées simultanément, ce que presque personne ne savait. Il a donc accepté la quête cachée pour collecter 21 queues de rats géants gris argentés, puis se dirigea vers la forêt. Bientôt, il rencontra un rat géant gris argenté de niveau 1 avec 53 HP. Yan activa le coup vital, frappant son point faible. Coup critique. Le rat mourut instantanément. Il a obtenu un crâne de rat géant gris argenté et une queue. À sa grande surprise, il a aussi trouvé une paire de jambières en cuir résistant, équipement blanc de qualité, niveau 0, défense plus 4, poids 3 livres. Cependant, elles ne pouvaient être utilisées que par des guerriers de n'importe quelle faction. S'il les mettait aux enchères, elles pourraient rapporter au moins 7 pièces de cuivre. D'autres rats géants gris argentés foncèrent vers lui. Yan ne paniqua pas. Il activa le coup vital encore et encore, chaque frappe éliminant instantanément un monstre. Il se battait avec une concentration totale. 1 heure plus tard, il avait terminé la quête du chasseur Klaus, du fermier Enda et du pharmacien Or. Il a gagné 34 pièces de cuivre et 3 potions de récupération instantanée. Les récompenses de la quête cachée dépassaient son imagination. Il ne s'attendait pas à recevoir des potions. Il a mis les jambières en cuir dans la maison de vente aux enchères. Après cela, il prévoyait d'aller au magasin d'armes. Le commerçant lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. Fier, il affirma que ses armes étaient les meilleures des prairies occidentales. Yan lui a dit qu'il voulait une arbalète utilisable au niveau 0 avec plus 3 attaques ou plus, une portée de 12 ou plus et un prix inférieur à 40 pièces de cuivre. Le commerçant lui montra une petite arbalète à tir rapide. Il avait un effet triple tir et plus 5 attaques. Bien que la vitesse de tir de base ne soit que de 8, l'effet de tir rapide l'a porté à 15. Sa portée était de 30 mètres et son prix, 35 pièces de cuivre. Le commerçant a demandé à Yan ce qu'il en pensait. Yan l'a acheté, accompagné de 9 carquois de carreaux d'arbalète de qualité inférieure, chacun contenant 1000 flèches. Après l'achat, 44 pièces de cuivre ont été déduites pour une petite arbalète à tir rapide et les carquois. Le commerçant était compte de la vente. Il a dit à Yan de revenir et lui a souhaité un bon voyage. Yan se dirige maintenant vers la zone des monstres bisons. La suppression de niveau est absolue. Chaque 5 niveaux, l'écart de force est énorme. Les monstres bisons étaient de niveau 8. Même le meilleur joueur du classement ne pouvait pas les affronter,
sans parler du bison leader, bien plus puissant. Chaque monstre leader était rare. Mais depuis sa renaissance, Yann avait une confiance absolue. Même au niveau 0, il croyait pouvoir tuer le chef des bisons malgré l'écart de niveau. Dans la zone des monstres des bisons, Yann atterrit au bord de la falaise. Les coordonnées étaient 5, 6, 7.6, 2, 8.1, 9, 2. S'il se souvient bien, c'est ici. Il a trouvé l'endroit. En dessous, des bisons couraient dans les vastes champs. Le chef des bisons de niveau 8 était là, avec une barre de santé de 300 sur 300. C'était le monstre de niveau leader de la zone des bisons. La distance entre eux était parfaite pour son arbalète. Le monstre se tenait exactement où il le voulait. La petite arbalète à tir rapide avait 5 attaques, une cadence de tir de 8 et une portée de 30. Elle avait aussi un effet triple tir. Il a tiré, 3 flèches ont volé vers le bison leader. 2 ont manqué, mais une a porté un coup vital, infligeant un dégât de -1. Sa santé est tombée à 299 sur 300. L'écart de niveau entre Yann et le chef des bisons était trop grand. Même en touchant, il ne pouvait infliger qu'un point de dégâts. Mais cela n'avait pas d'importance, il avait emporté 9000 carreaux d'arbalète. Il prévoyait de le broyer à mort. Il a tiré à nouveau. Une fois de plus, 2 flèches manquèrent et une flèche toucha un coup vital, infligeant moins d'un dégât. Sa santé est tombée à 298 sur 300 et le chef des bisons est devenu furieux. Il chargea vers lui. Yann lui dit calmement d'abandonner, car c'était un terrain buggé qui serait confirmé maintes fois. Il tira une nouvelle volée, 2 flèches manquèrent et une toucha, infligeant moins un dégât. Il a répété ce processus des milliers de fois. Malgré tout, il avait encore 8063 boulons, mais ce nombre est tombé à 5016. 3 heures plus tard, la barre de santé du bison leader était presque vide. Yann avait déjà utilisé près de 4000 flèches, mais le monstre n'était toujours pas tombé. Le chef des bisons rugit bruyamment. Yann a encore tiré. Tout comme avant, 2 flèches ont raté et une flèche a porté un coup vital, infligeant moins d'un dégât. Et ce dernier coup l'a finalement fait tomber. Yann sauta de la falaise. Le système l'a informé qu'il avait tué le chef des bisons. En raison de l'énorme écart de niveau, il a reçu un bonus de 1800% et a gagné 8290 points d'expérience. Son niveau a augmenté et il a atteint le niveau 2. Tuer des monstres bien au-dessus de son niveau lui donnait vraiment une énorme quantité d'expérience. Cela lui a permis de passer directement au niveau 2. Il vérifia les objets obtenus, un poignard bronze, 5 pièces de cuivre et un poignard en corne. L'équipement et la conviction se classent en grade tableau blanc, bronze, argent, or et légendaire. Les monstres rares comme le chef, le sous-chef, l'élite et le seigneur étant très rares. Seulement une victime sur 1000 achait un équipement avec des attributs, rendant chaque pièce précieuse. Les armes de grade bronze étaient très utiles, offrant environ 20% d'attaque en plus que les armes ordinaires, avec un attribut supplémentaire. Yann se rappela que le bison leader devait laisser tomber de l'équipement de niveau 5. Son poignard en bronze se vendrait au moins 3 pièces d'argent. Mais avant de le vendre, il devait l'identifier pour connaître ses attributs. À ce moment-là, le système l'a informé que ses protège-jambes en cuir résistant avaient été vendus, lui rapportant 8 pièces de cuivre. Flying Stone le contacte alors. Flying Stone lui annonça avec enthousiasme qu'il était allé aux coordonnées données par Yann. Ça a fonctionné. Il avait déjà récolté 2 livres de compétences furtives et sa vitesse de montée de niveau était désormais 2 fois plus rapide. Il pensa que Yann avait perdu. Après tout, il ne lui a donné qu'un livre. Pourtant, les infos reçues valaient bien plus. Yann lui a dit de ne pas en faire toute une histoire et lui a rappelé d'envoyer une copie si la perception du Night Owl baissait. Flying Stone a promis qu'il l'enverrait immédiatement s'il apparaissait, mais il était toujours curieux. Comment Yann a-t-il eu connaissance de ce point de broyage alors qu'il n'était qu'au niveau 0 plus tôt? Yann a expliqué qu'il avait joué sur un autre compte, l'avait supprimé, puis relancé en voleur. Flying Stone l'a cru tout de suite, supposant que l'ancien personnage de Yann était un expert de haut niveau, peut-être un ancien du classement. Flying Stone a ensuite demandé si le précédent compte de Yann avait déjà vaincu le chaman déchu dans le donjon du camp. Leur équipe avait tenté plusieurs fois ces derniers jours, mais à chaque fois, ils avaient été complètement anéantis. Ils ont failli perdre tout leur équipement et leur expérience. Yann a calmement proposé une stratégie complète. Le prix ? 2 pièces d'argent. Non negociable. Flying Stone Etate Stupfate. Il n'arrivait pas à croire qu'il y avait un guide stratégique complet pour le donjon. Pourtant,
Notre garçon est retourné à Tracktown et s'est dirigé vers l'évaluatrice. L'alpha-loueur le regarda et lui demanda quel objet il voulait évaluer. Yann répondit que c'était un poignard. Elle lui annonça que les frais d'identification étaient de 10 pièces de cuivre. Yann est un peu surpris. En général, les frais d'identification des PNJ sont environ 5% du prix de recyclage. Il remit donc les 10 pièces de cuivre. L'évaluatrice utilisa ses compétences et quelques instants plus tard, les attributs de l'arme apparurent. C'était un poignard en corne de qualité bronze, niveau 0, avec les statistiques suivantes. Plus 18 d'attaque, plus 5 de force, poids d'une livre. Utilisable uniquement par des voleurs, mais accessible à toutes les factions. Même Yann était surpris. En tenant compte de ses statistiques de base, cette arme avait presque 10 points d'attaque de plus qu'un poignard ordinaire, le plaçant presque invincible en début de partie. Yann avait l'arme qu'il lui fallait, et avait appris frappe vitale et furtivité, mais il lui manquait une capacité de combat soutenue. En tant que voleur, les joueurs cherchant une meilleure endurance au combat choisissaient souvent entre des compétences en pharmacie ou en bandage. Les potions de santé et élixirs étaient très utiles pour restaurer rapidement la puissance de combat, mais coûteux. Pour Yann, renaissant, gagner de l'argent n'était pas un souci. Les potions pouvaient toujours être achetées plus tard. C'est pourquoi apprendre la technique du bandage de combat lui convenait mieux. Dans une pharmacie, il apprit 2 potions de respiration sous-marine et a ensuite priorisé l'apprentissage du bandage. À Rando Lake, Yann croise plusieurs joueurs luttant contre des monstres à proximité. Dans la nature, les disputes entre joueurs étaient fréquentes. Le vol de victimes menait souvent à des bagarres, alors il restait prudent. Pour atteindre sa destination, il devait passer par là. Village de pêcheurs avant d'entrer dans le lac Rando. Nettoyer cette zone demandait normalement au moins 1000 joueurs. Pour passer, il devait utiliser la furtivité. Soudain, une annonce du système est apparue. La guilde du retour victorieuse a annoncé qu'elle nettoierait la zone dans 3 minutes. Tous les joueurs près du village de pêcheurs devaient partir. Comme dans sa vie précédente, il restait arrogant et dominait les joueurs solos. À l'époque, Yann était même pourchassé par eux depuis des mois, mais cette fois, il comptait régler ses comptes lentement. Il a activé la furtivité. Il passa devant les monstres sans se faire remarquer. Finalement, son effet furtif a pris fin. À ce moment précis, une boule de feu a tiré vers lui. Le joueur Purple Fire l'avait attaqué. Le système l'a informé qu'il pouvait désormais exercer sa légitime défense pendant 5 minutes. Purple Fire était un mage élémentaire de niveau 3. Il dit froidement à Yann que les joueurs solos n'étaient pas autorisés ici et lui ordonna de se perdre. Yann fut légèrement surpris de voir revenir un membre de la guilde victorieuse, mais comme l'ennemi était seul, le combattre n'était pas impossible. Lorsqu'on combattait un mage, il n'y avait que 2 choix. Soit réduire la distance, soit fuir, mais fuir n'était pas le style de Yann. L'incantation de Flamburst prenait 2 secondes, assez pour s'approcher. Yann chargea en avant, son poignard frappant Purple Fire à la poitrine. Moins 23 dégâts. Purple Fire trébucha en arrière, criant avec colère que ce voleur avait un désir de mort. La zone était déjà contrôlée par la guilde du retour victorieux. Puis il a tiré violemment. Yann a pris moins 39 dégâts. Sans hésiter, il a bu une potion de récupération instantanée. Il a calmement dit à Purple Fire de ne pas croire qu'il pouvait s'échapper après avoir laissé un voleur s'approcher. Il a frappé à nouveau. Moins 36 dégâts. Purple Fire a riposté immédiatement, balançant son bâton enflammé. Il méprisait Yann, un voleur de niveau 2. Il ricana et lui dit de réfléchir à ses actes après son retour en ville. Après tant d'attaques, Yann ne devait plus avoir beaucoup de santé. Purple Fire estimait avoir environ 20 HP. Lui avait encore 51 HP, donc une boule de feu de plus suffirait pour finir ce combat. Il voulait montrer à Yann les conséquences d'oser s'opposer à la guilde victorieuse. Il commença à préparer une autre boule de feu, tandis que Yann chargeait vers lui. Yann resserra son emprise sur le poignard et déclencha une frappe vitale. Purple Fire resta figé d'incrédulité. Comment est-ce possible? Yann n'était qu'un voleur de niveau 2. Pourtant, il était toujours en vie après avoir pris la boule de feu. Cela le fit se demander combien de santé il restait à Yann. Puis il comprit. C'était sûrement une potion de récupération instantanée, mais cela soulevait une autre question. Yann n'était qu'un voleur solo de niveau 2. Alors, où a-t-il trouvé l'argent pour acheter des potions? Yann lui a dit calmement qu'il pourrait réfléchir à ces questions après son retour en ville. Purple Fire disparut dans un éclair de lumière. Son bâton tomba au sol. Yann l'a ramassé. C'était un bâton de bronze de niveau 0. Et il avait raison.
Ils sont apparus peu après, déjà en alerte. Des ennemis étaient près du lac, où le feu violet venait de s'éteindre. L'un d'eux a proposé de poursuivre le coupable. Ils ont repéré Yann et un joueur a bondi. Il a crié que s'enfuir ne serait pas facile. Il balança son épée et utilisa la compétence d'épée à un coup. Mais à sa grande surprise, Yann s'est déplacé incroyablement vite et l'a esquivé. En courant, Yann a bu une potion de respiration sous-marine. Le poursuivant a vite compris ce que Yann voulait faire, sauter dans l'eau pour s'enfuir. Il a crié à son équipe de l'arrêter. L'un a utilisé une attaque de flamme, un autre a activé une charge. Ils ont coordonné leurs attaques, mais leurs coups l'ont presque raté. Mais Yann a brusquement accéléré et est parti tout droit dans le lac. Le poursuivant s'est arrêté, aucun d'eux n'avait de potion respiratoire. D'autres membres sont arrivés et ont demandé où était le coupable. Ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas pu l'attraper car il avait sauté dans le lac. L'un d'eux a deviné que le feu violet était déjà réapparu. Il a demandé à quelqu'un de demander à Purple Fire le nom du voleur. Un instant plus tard, ils ont rapporté que c'était ni Yann. Maintenant qu'il se souvenait du nom, il prévoyait de le rattraper la prochaine fois. Pendant ce temps, Yann était déjà sous l'eau. Il fut soulagé de pouvoir enfin se débarrasser de ce groupe de la guilde du retour victorieux. Puis il vit le coffre au trésor qu'il cherchait. Il l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait la perle hydrofuge du pêcheur, un objet spécial avec la compétence respiration sous-marine. Activée, elle permettait de respirer sous l'eau 30 minutes, avec un temps de recharge de 12 heures. Ce n'était pas rare. Mais pour Yann, c'était très utile. Soudain, un trident lui fonça dessus. Il comprit qu'il ne ferait pas le poids contre le pêcheur sous l'eau. Ce dernier avait été alerté. Et puis, soudain, le village de la tribu des pêcheurs explosa. Le pêcheur qui poursuivait Yann se retourna et s'enfuit vers l'explosion. Jan Surit. La guilde du retour victorieux l'avait aidé sans le savoir. Leur attaque avait entraîné tous les pêcheurs, ce qui a rendu la zone autour de lui sûre. Il a continué à explorer sous l'eau et a finalement découvert une île dure. Il a décidé de faire surface. Lorsqu'il sortit de l'eau, il aperçut quelqu'un près du rivage. Yann l'a reconnu immédiatement. C'était Yan, sa coéquipière mage sacrée dans sa vie antérieure. Il ne s'attendait pas à la revoir ici après sa renaissance. Beaucoup de choses s'étaient passées entre eux, et il se demandait si cette rencontre était le destin. Yan a été surpris de le voir sortir de l'eau. Au début, elle était inquiète. 3 monstres la poursuivaient et elle craignait que Yann ne l'attaque à son tour. Mais au lieu de cela, Yann s'est précipité et a utilisé un coup vital sur l'un des monstres. Yan a immédiatement enchaîné avec un saint jugement. Les deux ont travaillé ensemble. Bientôt, les monstres furent vaincus. Elle l'a remercié pour son aide. Yann dit simplement que ce n'était rien et se présente. Lorsqu'elle entendit son nom, elle se figea un instant. Elle se demandait s'il était le même Yann qu'elle connaissait. Elle se présenta comme Chacha et, pour le remercier, lui proposa de devenir amie. Yann accepta et l'ajouta, puis lui demanda ce qu'elle faisait sur l'île de l'Écarde. Il a deviné qu'elle était là pour une quête. Elle a expliqué qu'elle devait chasser des araignées d'eau pour des sacs d'eau. Yann a dit qu'il était aussi là pour ça, mais sa quête nécessitait de la soie fine. Il a proposé de faire équipe. Elle a accepté tout de suite. En fait, elle lui a même donné de la soie fine qu'elle venait d'obtenir des araignées d'eau. Elle a tué plus tôt. Le système a informé Yann qu'elle avait échangé 12 objets avec lui. Il savait que ces objets valaient environ 36 pièces de cuivre, mais Chacha ne se souciait pas de l'argent. Elle a estimé que l'expérience qu'elle avait perdue après sa mort plutôt valait bien plus que 36 pièces de cuivre. De plus, elle n'avait même pas de quête nécessitant de la soie fine, donc les garder était inutile. Yann a accepté les articles avec reconnaissance. Soudain, le chef de l'araignée d'eau apparut. Le système annonça qu'il formait un groupe. Yann chargea et utilisa un coup vital, tandis que Chacha l'aida avec un jugement sacré. Ensemble, ils infligèrent moins 70 dégâts. Le monstre se retourna et l'attaqua. Yann lui crie de sauter pour attirer l'aggro du monstre, lui permettant d'attaquer en toute sécurité. Il tire son arbalète sur l'araignée, tandis que Chacha suit son plan en lançant jugement sacré et frappe sacrée. Un autre moins 70 dégâts apparaît. Après un court combat, ils ont vaincu le chef de l'araignée d'eau. Étrangement, leur coordination était fluide, rendant même ce puissant monstre facile à gérer. C'était la première fois qu'elle vivait une telle expérience. De plus, c'était clairement leur première rencontre, mais leur travail d'équipe semblait naturel, comme s'ils se battaient ensemble depuis longtemps. Elle a admis que ses compétences étaient impressionnantes et s'est demandé pourquoi il broyait des monstres seuls.
Yan a répondu qu'il était habitué à être seul. Elle lui a alors fait une offre. Son groupe préparait une visite guidée de la forêt Tran à Tracktown. Elle lui demanda s'il voulait les rejoindre. Yan demanda à Chacha combien de guerriers boucliers ils avaient, ainsi que leurs points de défense et de vie. La forêt de Tran était un donjon de niveau 3. Et le patron, le Tran King, était un monstre de sous-élite. Si leurs guerriers boucliers n'avaient pas suffisamment de défense, vider le donjon serait presque impossible. Elle répondit qu'ils avaient 2 guerriers boucliers avec chacun 53 points de défense et 230 points de vie. Yan hoche la tête, disant que c'est proche mais risqué. Le Tran King a 2% de chance de faire un coup critique. Si un guerrier bouclier n'a pas au moins 60 points de défense, il peut être abattu d'un coup. La guérison du prêtre doit suivre parfaitement. Chacha était choquée d'apprendre que le Tran King pouvait faire des coups critiques. Elle n'en avait jamais entendu parler. Curieuse, elle a demandé à Yan comment il savait ça. Mais leur équipe préparait le donjon depuis plusieurs jours et ne pouvait pas abandonner. Pour atteindre 60 points de défense, ils avaient besoin d'au moins une pièce d'équipement défensif en bronze, difficile à obtenir. Yan lui a dit qu'il y avait une autre solution. Elle a demandé laquelle. Yan a calmement répondu que c'était simple, qu'il commande son équipe. Chacha a admis qu'elle avait confiance en sa force, mais convaincre le reste de l'équipe ne serait pas facile. Elle a promis de faire de son mieux. Ensuite, Yan a vérifié ce que le patron avait laissé tomber. Quand l'objet est apparu, Chacha l'a loué. Yan est surpris d'avoir déjà acquis la compétence d'évaluation. L'objet s'est avéré être de fins gantelets en soie. Grade bronze, utilisable à partir du niveau 0. Il avait plus 2 de défense, plus 3 de magie et pesait 1 livre. Il pouvait être utilisé par les mages de n'importe quelle faction. C'était parfait pour elle, alors Yan le lui a donné. Elle parut surprise et demanda ce qu'il gardait. L'un était un morceau de soie rare lâché par le boss, l'autre un livre de compétences de voleur, assassiné. Il lui a dit qu'il prendrait ces 2-là. Elle a souri, trouvant cela juste, car il avait fait une bonne récolte. Elle accepta donc avec joie les fins gantelets de soie. À ce moment-là, le système a annoncé que le serveur de jeu fermerait dans 3 minutes et il a été demandé à tous les joueurs de se déconnecter. Comme le serveur était en train de s'arrêter, Chacha lui a dit qu'il se reverrait la prochaine fois. Yan a dit au revoir, puis s'est déconnecté. Son parcours de nivellement et sa conviction étaient terminés. Retour à la réalité. Il a enlevé le casque. C'était déjà le matin du 2e jour. Bien que ses progrès et sa conviction aient fait une pause, Yan savait que son vrai corps devait devenir plus fort. Kaoshu aurait sûrement de nombreux gardes du corps à l'avenir. Il ne pouvait pas se permettre d'être faible et passif, alors il est sorti et a failli se faire écraser par un camion. Il tomba à la renverse. Quelqu'un s'approcha et lui demanda s'il allait bien. Yan leva les yeux. C'était Z, Yao. Il fut surpris de la voir. Mais au lieu de le saluer, elle l'a immédiatement réprimandé pour sa négligence et lui a fait remarquer qu'il saignait. Elle s'est précipitée vers sa voiture pour récupérer la trousse de premier secours. Yao était son collègue de bureau, et aussi la personne qu'il regrettait le plus de sa vie passée. En raison de sa personnalité timide, il n'a jamais réussi à lui avouer ses sentiments. Et à la fin, parce qu'elle était liée à lui, elle est devenue la cible du groupe financier du siècle de Shu et a finalement développé une grave maladie mentale. Elle a pansé ses blessures en le grondant de ne pas agir si imprudemment. En se penchant trop près, son visage est devenu rouge en le regardant. Troublée, elle lui a demandé s'il écoutait vraiment. Yan a répondu qu'il avait entendu. Mais au fond, il pensait la même chose qu'avant. Elle était toujours aussi mignonne. Elle se détourna en disant que personne ne voulait s'occuper de lui. Puis elle lui dit au revoir et partit. En s'éloignant, elle se demanda si Yao était vraiment le même qu'elle avait rencontré dans le jeu. Mais une chose était claire. Il avait un peu changé. Il semblait plus confiant maintenant, tout comme la personne qu'elle connaissait dans le jeu. Pendant ce temps, Yan était heureux de la revoir. Mais il savait que le fou Shu finirait par tout détruire à nouveau dans sa vie. Cette fois, il prévoyait de construire sa fondation plus tôt. Ce n'est qu'en faisant cela qu'il pourrait changer le destin de sa vie antérieure. Soudain, il reçut un appel de Tang Yao. Tang Yao a demandé où il était puisqu'il n'y avait aucune nouvelle de lui depuis 2 jours. Il dit à Yan de se dépêcher. Yan se sentit soulagé d'apprendre que Tang Yao était toujours vivant, son meilleur ami. Dans sa vie passée, lorsqu'Yan était tombé dans l'abîme, Tang Yao le soutenait secrètement tout en risquant d'être découvert par Shu, ce qui rendait la vie de Yan beaucoup plus facile. Mais Tang Yao avait... Dans sa vie antérieure, il s'est battu par jalousie dans un bar, mais son adversaire était un gros bonnet puissant. Tang Yao a été tué et abandonné dans une ruelle.
Dans cette vie, Yan jure de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Finalement, ils se sont rencontrés. Yao passa un bras autour de l'épaule de Yan et partit en disant qu'il avait finalement attrapé ce gamin. Puis il lui dit que la nouvelle conviction du jeu explosait partout. Il a demandé si Yan y jouait. Yan répond qu'il vient d'atteindre le niveau 2. Yao sourit et dit que c'était déjà plutôt bien. Puis il a traîné Yan vers le bar PK et s'est vanté d'être lui-même un mage arcanique de niveau 3. Le bar PK était essentiellement un club de divertissement et de jeu. Les joueurs pouvaient se connecter avec leurs personnages et s'affronter dans des duels compétitifs. Contrairement au vrai jeu, ces combats n'affectaient pas la progression. Cependant, comme il s'agissait de tueries, les paris étaient inévitables, souvent des équipements ou de l'argent. Et Yao adorait jouer, même s'il perdait presque toujours. Wekai a repéré Yao et a immédiatement ri, lui demandant s'il venait à nouveau donner plus d'argent. Yao renifla et dit qu'il ne savait toujours pas qui paierait. C'est alors que Kai remarque Yan qui se tient à côté de lui. Il sourit et demanda si les coups de la dernière fois ne lui suffisaient pas. Yao tapota l'épaule de Yan et dit avec assurance que tant que Yan serait avec lui, ces gars n'oseraient rien faire. Kai plissa les yeux. Yan avait l'air étrangement calme aujourd'hui. Il se demandait ce qui s'était passé qui avait soudainement rendu ce type si audacieux. Yan lui a dit d'arrêter de perdre du temps et de s'y mettre déjà. Il a misé 200 par tour. Kai accepta tout de suite et enfila le casque. Le match a commencé. Yao, mage arcanique de niveau 3, contre Kai, berserker de niveau 3. Yan savait déjà que ça n'allait pas bien se passer. Un berserker de ce niveau avait appris à charger, une mauvaise nouvelle pour un mage arcanique. De plus, le terrain était plat. Sans obstacle, esquiver était presque impossible pour un mage fragile. Dans l'esprit de Yan, Yao allait perdre. Quelqu'un près de lui a dit de ne pas se donner la peine de regarder. Yao était clairement sur le point de perdre. Pourtant, il proposa à Yan de jouer un tour. Yan accepta, mais seulement si le pari était intéressant. L'homme, irrité, lui dit d'arrêter de faire l'arrogant. Puis il a déclaré qu'il lui donnerait une leçon et se vanterait d'avoir 700 sur lui. Alors autant jouer un match. Le match était donc fixé. Yan, un voleur de vent de niveau 2 contre Shifeng, un ranger de niveau 2. Ils chargèrent sur le champ de bataille. C'était une forêt de bambous. Dès le début du match, les deux activèrent la furtivité et disparurent. Feng grimpa sur une branche, murmurant que Yan était trop arrogant. Il allait lui faire payer. Mais peu importe combien il regardait, il ne trouvait pas où se cachait cet enfant. Il ignorait que Yan avait déjà prévu que Feng prendrait de la hauteur. Avec 10 ans d'expérience, cacher sa présence était devenu instinctif. L'instant d'après, Yan apparaît derrière lui. Son poignard brise et la lame s'enfonce dans le cou de Feng, faisant chuter ses PV de 110 à 70. Feng est choqué, ne sachant pas quand Yan s'est approché. Paniqué, il essaie de frapper en arrière. Mais Yan s'était déjà éloigné et a calmement déclaré que le match était terminé. Il a activé le coup vital, affichant -70. Feng est mort dans le jeu. Tout le monde autour était stupéfait que le match se soit terminé si vite. Il n'arrivait pas à croire que Feng avait perdu si vite. Pour Yan, battre un ranger débutant de niveau 2 ressemblait plus à de l'intimidation qu'à un vrai combat. Feng, confus, essayait de comprendre. Yan avait fait quelques gestes simples, mais il a touché le point crucial. C'était une mise à mort nette en un coup. Il se demandait quand Yan était devenu si décisif, lui qui se taisait et ravalait sa colère. Difficile d'imaginer un joueur comme lui réussir un tel coup. Yan se tourne vers Yao et lui demande comment s'est passé son match. Yao soupire et dit qu'il a perdu 2 rounds et 1200, se plaignant que Kai avait appris l'aura anti-magique. Yan secoua la tête, disant que l'aura anti-magique ne réduisait qu'un peu de dégâts, donc ce n'était pas si effrayant. Si Yao chronométrait bien son sort, combattre un berserker était simple. Yao admit que son timing était terrible. Toutes ses compétences se sont rechargées et quand Kai a réduit la distance, il a été tué instantanément. Yao, surpris, a demandé à Yan d'où il tenait tout ça. Au lieu de répondre, Yan agita l'argent qu'il venait de gagner. Yao écarquilla les yeux, choqué. Un gars près de lui s'énerva et demanda pourquoi Yan était si arrogant, s'avançant pour l'attaquer pour avoir gagné leur argent. Il voulait lui donner une leçon, mais Yan lui a attrapé la main et l'a projeté directement au sol. Il se demandait quand Yan était devenu si fort.
Feng comprit vite qu'il ne fallait plus le provoquer. Ce type n'était pas facile à gérer. Kai remarqua aussi quelque chose d'étrange. Yan était très différent de celui dont il se souvenait. Certains amis étaient prêts à intervenir, mais Kai les a arrêtés. Il n'arrivait pas à croire que Yan avait battu si facilement un de ses subordonnés. Yan a dit qu'il venait de jouer un tour avec Feng, mais que ce dernier était un peu faible. Kai plissa les yeux et invita Yan à jouer avec lui. Yan a dit que cela lui convenait, mais pas si les enjeux étaient trop petits. Kai a souri et a offert 1000 par tour, affirmant qu'il en avait 3000 au total. Yao a été choqué. Kai était un agresseur de niveau 3, tandis que Yan n'était qu'un voleur de vent de niveau 2. Yan a calmement relancé la mise, 3000 par tour. Kai a ri et a dit que ça lui convenait parfaitement. Après tout, il ne croyait pas qu'un voleur de vent de niveau 2 puisse bouleverser le ciel. Yao a rapidement attrapé Yan et lui a demandé s'il avait perdu la tête. Avait-il au moins autant d'argent? Yan a répondu honnêtement, non. Yao n'a donc eu d'autre choix que de le lui prêter. Il a même plaisanté en disant que si les choses tournaient mal, il était prêt à risquer sa vie avec lui. Bientôt, ils se connectèrent au jeu. Le match a commencé. Yan contre Kai. Ils se retrouvèrent dans un grand champ, face à face. Yao fronça les sourcils en voyant le terrain. Combattre sur du plat était risqué pour les voleurs qui comptaient sur la dissimulation. Kai proposa même de changer de terrain si Yan le jugeait injuste. Yan secoua la tête, disant que ce n'était pas nécessaire. Il activa la furtivité et disparut. Kai regarda autour de lui, sans savoir où Yan était allé. Yan savait que les touffes d'herbe pouvaient trahir la position d'un voleur. Kai jugerait certainement ses mouvements en observant l'herbe, donc Yan avait besoin de quelque chose d'autre pour masquer son chemin. Le vent. Kai remarqua soudain le vent qui se levait autour de lui. Son expression est devenue sérieuse. Perdre ainsi la trace du voleur n'était pas bon signe. Il balança prudemment son épée autour de lui. C'était la première fois qu'il voyait un voleur utiliser la furtivité avec un tel contrôle. L'herbe, au lieu de trahir Yan, le confondait. Le vent s'est calmé. Yan reste immobile, attendant la prochaine rafale. Quand le vent reviendra, il attaquera. Kai pensait que l'enfant se déplaçait lentement et furtivement pour ne pas révéler de défaut. D'après l'herbe, il croyait que Yan était devant lui. Puis le vent souffla soudain à ses côtés. Avant qu'il ne réagisse, un coup violent lui frappa la nuque. Ses PV chutèrent de 165 à 130. Kai se retourna et balança son énorme épée, incapable de croire que le gamin s'était glissé derrière lui. Il a immédiatement lancé une attaque tourbillonnante. Mais Yan savait déjà qu'après avoir équipé une grande épée et utilisé ce coup, il y aurait toujours une animation de recul d'environ 1 seconde. Cette seconde était la clé de la victoire. Mais cet imbécile n'a rien touché. Il a raté. Yan saisit le timing parfait et activa le coup vital. Tous ceux qui regardaient le match étaient sous le choc. Le nombre de dégâts est apparu -96. Les PV de Kai chutèrent à 34 sur 165. Furieux, il riposta avec une attaque de flamme. Son épée géante s'enflamma alors qu'il se précipitait sur Yan, rugissant pour qu'il meure. Vous criez à Yan d'esquiver. Vite. Yan avait déjà anticipé l'attaque. Kai s'apprêtait à utiliser une attaque de flamme pour le repousser et rétablir la distance. Mais en tant que voleur, il avait l'avantage en combat rapproché. Sa barre de santé était encore bonne. Même s'il encaisse le coup, il ne peut pas perdre cette distance. -56 dégâts. Le visage de Kai s'assombrit. Ce gamin a en fait encaissé son attaque. Il a claqué sa langue, le traitant d'arrogant, puis a enchaîné avec une frappe. La lame a de nouveau touché. Juste après, il s'est précipité en avant. Le visage de Yol est devenu pâle. Charge, ça étourdit brièvement. Si Yan se fait attraper, c'est fini. Un homme de Kai s'est moqué de lui, disant qu'il faisait le show en prenant des coups. Puis ils se sont figés. Yan l'a esquivé. À bout portant, la charge avait atteint, mais pas plus longtemps qu'un poignard. Et dès que Yan a vu l'ouverture, il l'a déjà su. C'était ça. Il a coupé. Le sang jaillit du coup de Kai. La force l'a fait voler en arrière. Les PV de Kai sont tombés à 0. Comme prévu, il a été touché par la charge, mais Yan a frappé le premier. -40 dégâts. Peu importe. Le système a annoncé, Yan gagne. Personne n'y croyait. Un niveau 2. Je viens de battre un berserker de niveau 3. Les subordonnés de Kai étaient stupéfaits. Comment ce gamin connaissait-il si bien les compétences d'un berserker? Kai ne pouvait pas l'accepter. Il a perdu. Yan s'est précipité vers lui, l'encourageant pour avoir battu un adversaire
Ensuite, Kai et son groupe s'approchèrent. Yann se tendit, demandant ce qui n'allait pas, espérant qu'il ne reviendrait pas sur sa parole. Mais Kai admit sa défaite. Il a dit qu'il cédait et que s'ils avaient le temps, ils pouvaient passer à son bar. Puis ils sont partis. Un de ces hommes lui a demandé pourquoi il était si poli avec Yann. Kai a répondu qu'il ne faut pas seulement regarder le présent, mais aussi l'avenir. Cet enfant a beaucoup changé et pourrait bientôt percer. Mieux vaut ne pas en faire un ennemi. Yann a dit à Yann qu'il devrait aussi partir. Il a gagné de l'argent aujourd'hui, alors il va le traiter. Pour les leçons de mage, ils s'en occuperont ce soir en jeu. La nuit est tombée et Yann a commencé à s'entraîner. Son corps est en forme. Même lui devait admettre qu'avoir un corps jeune comme celui-ci lui paraissait bien trop agréable. Après avoir terminé, il était temps de se connecter à la conviction. Comme convenu, il lui restait à gérer la forêt de 30 avec l'équipe de Chacha. Il a mis son casque et est entré dans le jeu. Il est réapparu dans la conviction. Des notifications ont surgi. Le joueur Z avait envoyé une demande d'amis et Flying Stone avait déposé une pièce d'argent, disant que la promenade avec Yann avait fonctionné. Ils avaient déjà vidé le camp chamanique déchu et la pièce restante lui était laissée. Il a également demandé si Yann avait un guide pour le marais Dogma, puisqu'il en avait un besoin urgent. Yann a accepté la demande de Z puisque c'était YKU. Et comme il était déjà là, il a décidé de l'emmener à la course de Tranforest. Pour le guide des marais Dogma, il ne pouvait pas vendre des solutions à l'infini. Cela éveillerait les soupçons, mieux valait attendre quelques échecs avant de le vendre plus cher. Après avoir terminé cela, Yann se tourna vers une quête cachée. Près de lui, il aperçut un homme en train de pêcher. En s'approchant, il reconnut le médecin Bleven. Dès qu'il fut proche, la quête cachée se déclencha. Bleven lui demanda combien de soieries fines il avait collecté. Yann en a remis 30. Blevenès l'a remercié pour sa générosité. En récompense, il lui rendit 30 morceaux de soie et lui proposa de lui apprendre un savoir-faire. Le système lui a demandé d'apprendre le bandage de combat intermédiaire. C'est exactement pour cela que Yann était venu. Il l'a accepté. Avec le bandage de combat intermédiaire, il pouvait créer de meilleurs bandages. Chacun coûtait 10 soies et restaurait 20 HP. Le temps de lancement était de 10 secondes, mais pouvait être interrompu après 3. Utilisable sur des coéquipiers. Avec cela, la quête cachée du médecin Bleven était à 20% complétée. Yann fronça les sourcils. Seulement 20%. Il pensait qu'apporter la soie suffirait, puis il a compris. C'était probablement une quête en chaîne. Bleven l'a confirmé. 30 soies n'étaient pas suffisantes. Il a demandé à Yann de rassembler plus de soie fine. Puis un message est apparu de Chacha, disant que l'équipe était prête et qu'il devait se dépêcher. Yann a répondu qu'il arrivait. Quant à la quête en chaîne et à la conduite de l'équipe de Chacha à travers la forêt entraînée, les deux nécessitaient de la précision. Avant tout, il a décidé de cultiver le joyau des chutes de plumes dans la forêt. Au point de téléportation de Tracktown, Zil attendait déjà. Yann avait promis de le guider dans un donjon, et Zeta commençait à se demander où il était. Juste à ce moment-là, Yann apparut et lui dit de le suivre pour cultiver le roi Trian. Un autre groupe arriva, et Chacha fit signe à Yann. Yulan était à ses côtés. Les yeux de Zi s'illuminèrent en les voyant. De beauté, pas mal du tout. Il donna un coup de coude à Yann, lui demandant quand il les avait rencontrés. Chacha l'interrompit, disant qu'elle avait beaucoup œuvré pour convaincre Yann de les rejoindre. Donc, il ne devait pas les embarrasser. Shenbo, un voleur de vent, n'avait pas l'air content. Yulan salua Yann et lui demanda s'il était le voleur de vent dont avait parlé Chacha, celui qui pouvait les guider à travers la forêt. Dans son esprit, elle l'évaluait, calme, stable, pas pressé. Il avait l'air expérimenté. Yann répondit simplement qu'il était sûr de réussir le donjon. Avant de commencer, il précisa qu'il serait le capitaine et que chacun devait suivre ses ordres. Le groupe n'a pas apprécié. Shenbo l'a immédiatement questionné. Pourquoi l'écouter? Et s'il ne savait rien et les faisait tous échouer? Lone a grondé Bo, lui rappelant qu'ils avaient déjà convenu de cela. Quel coup essayait-il encore? Bo ne pouvait pas croire qu'elle défendait un étranger. Elle s'est excusée auprès de Yann et lui a dit de créer l'équipe, en demandant à tous de le rejoindre. Yann a alors précisé qu'elle devait suivre ses ordres sans exception. Si quelqu'un avait des plaintes, il pouvait ensuite les régler avec lui. S'ils ne l'aimaient pas, ils étaient libres de partir. Mais si quelqu'un tentait quoi que ce soit pendant la course ou provoquait un wipe, il ne se retiendrait pas. Il a créé l'équipe. Pelouse, Chacha, Occupé et Au Minéral se sont joints. Pelouse a dit qu'à partir de maintenant, les ordres de Yann étaient aussi les siens. Quiconque tenterait de jouer des tours en coulisses, Yann a annoncé leur objectif, nettoyer le donjon de Tranforest. À part lui et Zi, tous étaient unis.
Pas besoin de saboter l'équipe et risquer un wipe. Il a ajouté que si une erreur se produisait à cause de ses commandements, il la compenserait avec 10 pièces d'argent. Cela a choqué tout le monde. Lone se pencha vers Chacha et lui demanda doucement où elle avait trouvé ce type. Sa confiance et son audace lui ont fait penser qu'il pouvait vraiment y arriver. Chacha a souri et a dit que Yann pouvait le faire. Yann a demandé à chacun de se présenter avec ses statistiques, en commençant par les guerriers boucliers. L'eau bouillie est entré en premier. Guerrier Bouclier. 61 défenses, 230 HP, 27 attaques. Reservoir Principal. Ensuite, boulette d'eau bouillante, un autre guerrier bouclier. 51 défenses, 160 HP, 28 attaques. Puis flamme flamboyante, un mage de feu avec 32 dégâts magiques. Ensuite, Citrouille et les autres ont suivi. Yann a donné ses premiers ordres. L'eau bouillie devait acheter une potion de hâte et Citrouille une potion de force. Ils étaient stupéfaits. Ces potions coûtaient cher. Ils coûtent des dizaines de pièces de cuivre chacun. Certains hésitaient, jugeant la dépense trop élevée. Même s'ils défrichaient la forêt de Tran, rien ne garantissait qu'ils récupéreraient leur argent. Beau ricana, pensant que Yann avait du talent, mais acheter tant de potions? Même son chef, il ne pouvait pas vider le donjon comme ça. Z a répliqué tout de suite, disant que Beau racontait trop de bêtises. On aurait dit qu'il ne pouvait pas se permettre les potions. S'il n'avait pas d'argent, il pouvait lui en prêter, cracha Beau, lui demandant ce qu'il voulait dire. Z a répondu clairement, en parlant de lui. Chacha fit claquer sa langue et demanda à Yann si Tranforest avait vraiment besoin de tant de potions pour une difficulté normale. Elle craignait qu'il ne récupère pas l'argent. Yann a simplement dit qu'elle comprendrait bientôt. Demander d'acheter des potions n'était pas un gaspillage. Ce qu'il prévoyait de franchir n'était pas une difficulté normale, mais le niveau expert. Lan ordonna à tous d'acheter les potions, comme Yann l'avait dit. Plus personne ne discuta et ils suivirent tous. Une fois que tout le monde a fini d'acheter et que l'équipe était au complet, ils partirent. Ils arrivèrent dans une clairière avec une étrange pierre au centre. Yann leur demanda de rester sur place pendant qu'il ouvrait le donjon. Il s'avança, posa la main sur la pierre et commença l'incantation. Devant les arbres de la forêt ancienne, vous trouvez un texte ancien gravé dans une étrange pierre géante. Ceux qui traversent la forêt absorbent la rosée dès les premières lueurs de l'aube. Le sifflet du berger résonne dans les bois, réveillant les âmes endormies des arbres des temps anciens. L'éclaireur de l'ancien du Groenland rapporte des traces d'elfes noirs dans la forêt. Et vous vous murmurez, ces fichus elfes noirs, pourquoi ne s'arrêtent-ils pas? Lorsque le chant prit fin, le système invita Yann à choisir une difficulté pour le donjon de la forêt de Trente. Facile, normal, difficile, maître ou expert. Évidemment, il choisit expert. Un cercle magique se forma sous leurs pieds. Dans la seconde suivante, ils étaient dans la forêt de Tran. Une notification est apparue, difficulté experte. L'équipe s'est figée, la panique s'est répandue. Certains priaient pour que Yann ait mal cliqué. Il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Mais Lan ne le pensait pas. Quelqu'un comme Yann ne ferait pas une erreur de débutant. Ce qui voulait dire qu'il avait prévu ça dès le début. Boa explose. Il accuse Yann d'avoir tenté de les faire tuer. Il a demandé ce qu'ils avaient fait pour mériter ça, les mettant en difficulté experte juste pour les faire perdre. Yann n'a pas réagi et a juste dit « Si vous n'êtes pas content, partez ». Chacha est intervenue. Elle rappelle à Beau que Yann est son invité. S'il a un problème, il doit le dire directement au lieu de le cibler sans cesse. Beau panique et nie, mais intérieurement, il est furieux. Il ne supporte pas qu'elle prenne le parti d'un étranger. Yann parle calmement. La difficulté expert n'est pas si compliquée. Les monstres ont 30% de PV en plus, les guerriers boucliers ont besoin d'une défense un peu meilleure, et les mages doivent infliger plus de dégâts. C'est tout. Quant au boss, le Tranking, il y a eu des changements. Il expliquerait en arrivant. Yana echoed attentivement. Il a dit que c'était simple, mais dans un donjon, même une différence de 1% peut entraîner un wipe. Et c'était un écart de 30%. D'où venait sa confiance? Chacha lui a demandé s'il en était sûr. Yann a répondu que ce ne serait pas un problème. Beau est resté silencieux, observant attentivement. Il voulait voir comment ce type allait finir un donjon expert. L'équipe s'enfonça dans la forêt. Soudain, les vignes bougèrent. Yann les avertit, ils entraient dans la zone d'attaque de Trans. Les vignes frapperaient vite. Tout le monde devait se disperser. La plupart d'entre eux ont réagi instantanément. Pas beau. Les vignes jaillirent, l'enveloppèrent et le projetèrent. Le capitaine Nirvana Flamme m'a aidé.
Bo a été traîné en criant à l'aide. Yann a réagi tout de suite, ordonnant à l'eau bouillie et aux raviolis d'attaquer à droite. Puis, il a demandé aux paladins de former un mur humain pendant que les mages déchaînaient leur puissance. Ils ont avancé sans hésitation. Les tanks bloquaient les branches de Transe. Les mages lançaient des attaques élémentaires. Les HP de Transe ont chuté. Quelqu'un a coupé les vignes et Bo est tombé. Furieux, il a accusé Yann de l'avoir fait exprès, affirmant que Yann avait vu la tendance sans le prévenir. Sinon, comment pouvait-il rester si calme? Yann n'a pas bronché et lui a dit de se ressaisir. Ils ont vu la tendance en même temps. Même les guerriers boucliers l'ont esquivé. Pourtant, lui, un voleur, n'a pas pu. Il ne comprenait vraiment pas comment Bo jouait ce personnage. Z a mis de l'huile sur le feu en disant que blâmer les autres pour son manque de compétences était drôle. À ce rythme, même un voleur de la rue ferait mieux. Le visage de Bo est devenu rouge. Lan est intervenu et lui a dit d'arrêter. Il s'était déjà assez ridiculisé. En entendant ça, Bo ne pouvait pas croire qu'elle était aussi de leur côté. Yana interrompu. Assez parlé, il fallait avancer. La forêt des tendances regorgeait de pièges des elfes noirs. Il allait dégager le chemin lui-même. Et en cours de route, Bo a pu regarder et apprendre comment joue un vrai voleur. Ils ont continué leur route avec Yann en tête. Quelqu'un a soudainement crié pour avertir que le tronc tombait devant lui. Yann réagit instantanément, se faufilant avec aisance. Il n'a pas ralenti. Un autre piège s'est déclenché, un filet tombant d'en haut. Yann l'a tranché d'un geste. Zé était stupéfait, ne s'attendant pas à une telle fluidité dans le gameplay de Yann. Lan hocha la tête, impressionné par ses mouvements vifs et sa rapidité à désamorcer les pièges. Bo se moqua, disant que ce n'était rien de spécial et qu'il pouvait faire pareil. Puis il marcha sur quelque chose, le sol céda et il tomba dans une fosse à pointe. Une seconde, il crut qu'il était mort. Mais une main lui saisit la jambe, le relève et le rejette à terre. Yann le regarda et le dit clairement. C'était la première fois qu'il voyait un voleur aussi méchant. Bo a rétorqué, affirmant que Yann l'avait dit. Yann a très bien passé cet endroit. Alors comment est-il tombé? Z l'a immédiatement appelé. Ingrat. Si Yann ne l'avait pas sauvé, il serait déjà mort. Yann n'a pas contesté. Il vient de dire les faits. Bo est lui-même tombé dans le piège. Ce n'est pas comme si quelqu'un l'avait poussé. Pensait-il vraiment que chaque endroit où Yann passait était automatiquement sûr? Puis il a terminé à froid. Quelqu'un comme lui n'était pas fait pour jouer un voleur de vent. Bo s'offusque et défie immédiatement Yann en duel. Il s'est précipité pour tuer. Yann n'a même pas bougé. Il attrapa la lame entre ses doigts et dit calmement qu'un 1v1 était trop ennuyeux. Si Bo voulait, il devait appeler d'autres personnes. Sinon, ce ne serait pas intéressant. Lan est intervenu pour leur dire d'arrêter, soulignant que Bo avait marché sur le piège lui-même. Pourtant, il s'en prenait à Yann. Chacha ajoutait que c'était Yann qui l'avait sauvé, mais il le blâmait toujours. Elle ne s'attendait pas à ça de sa part. Mais Bo a refusé de reculer, affirmant que c'était la faute de Yann qui l'avait piégé. Yann avait vu le piège sans le prévenir. Coéquipiers, ils ont choisi le camp d'un outsider. De l'eau bouillie l'interrompit en lui disant d'arrêter. Yann n'a rien fait de mal. Au contraire, Bo était celui qui le ciblait sans cesse, et tout le monde le voyait. Bo a ri soudainement, puis a défié Yann à faire ses preuves, voulant voir comment il finirait ce donjon. Ensuite, il a quitté le groupe. Chacha s'est rapidement excusé auprès de Yann pour ce qui s'était passé. Yann a simplement ignoré la situation. Honnêtement, c'était mieux sans quelqu'un comme ça pour les freiner. En même temps, il comprit qu'il devait constituer sa propre équipe pour gérer des donjons à l'avenir. Lan a proposé d'en parler plus tard. Pour l'instant, il devait se concentrer sur le donjon. Une demi-heure plus tard, Yann revint après avoir exploré furtivement. Il leur annonça que le chemin était complètement bloqué. Au total, 18 tendances. Lan Chonhea the expression. Ce nombre était trop élevé. Il ne pouvait pas gérer autant à la fois. Yann les rassura, pas assez fou pour les faire combattre les 18 ensemble. Puis il sauta sur une branche. Les autres le regardèrent, perplexes. Yann sortit son arbalète. Il allait leur montrer ce qu'était vraiment l'aggro de niveau divin. Il tira avec son arbalète. 3 bolts jaillirent en même temps, traversant la clairière dans des directions différentes. Le groupe se figea, confus. Certains pensaient qu'il avait glissé. L'eau bouillie se tendit, craignant d'alerter toutes les tendances et de les faire disparaître. Puis, Yann parla, calme et précis, disant à Boildwater de bloquer au 289 288 212. Les flèches touchent. Plusieurs tendances réagissent. Moins 11 dégâts. Les yeux de l'ancien. Utiliser une arbalète à triple tir pour toucher 3 cibles et contrôler l'aggro,
C'était une technique presque mythique qu'elle n'avait entendue que de loin. Elle se tourna vers Tchatcha, abasourdie. Où a-t-elle trouvé ce type? 18 tendances étaient serrées. Frappant une malle et tout le groupe se déchaînerait. Mais Yann a trouvé l'angle parfait et a divisé leur aggro. Une telle précision demandait une vue et un contrôle exceptionnels. Même les meilleurs voleurs auraient du mal. Elle a murmuré que s'ils avaient eu quelqu'un comme lui avant, leur taux de survie aurait augmenté de 30%. Tchatcha a compris. Ce type n'était pas juste bon, il était à un autre niveau. Pendant ce temps, les tendances avançaient. Yann donnait des ordres. De l'eau bouillie en prendrait un. Restez stable, gardez votre centre de gravité et la tendance ne cédera pas. Tout le monde suivra et se concentrera sur la cible restante. L'équipe a avancé. L'eau bouillie s'est préparée et a bloqué. Et comme l'a dit Yann, ça a marché. Lan lui a demandé de tenir. Leur côté était déjà fini. Ils se dirigeaient vers eux. Les mages ont lancé leurs sorts. Les sorts s'envolèrent et les vignes furent coupées en plein vol. Les tendances s'effondrèrent. Puis quelque chose tomba, des gantelets en bronze pour mages. Ils étaient stupéfaits. C'était une difficulté experte, et déjà 2 tendances avaient abandonné leur équipement. À l'époque du mode facile, ils n'avaient même pas vu une goutte. Tchatcha se tourna vers Yann, toujours étonné. Comment avait-il fait ça? C'était fou. Yann a gardé les choses simples. Comme il l'a dit, il les mènerait à la difficulté experte. Il leur restait à répéter cette méthode pour éliminer toutes les tendances de la forêt. Une autre flèche s'envola et frappa une tendance, rugissant de colère. Yann ne s'arrêta pas et mena l'équipe en avant, pas à pas, à travers le donjon. 20 minutes plus tard, ils se reposaient en cercle, le butin au centre. L'un d'eux a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que la difficulté expert soit si gratifiante. Ils n'avaient effacé qu'un groupe de tendances, mais tant d'équipements étaient tombés. Pendant qu'ils étaient distraits, quelque chose bougea derrière eux. Yann le sentait déjà et leur a dit que ce n'était que le... Les récompenses dans la forêt des tendances de qualité experte étaient bien plus grandes. Il leur dit de bien se reposer. Une fois prêts, ils continueraient. Bientôt, ils arrivèrent à un carrefour. Yann leur demanda d'aller à l'ouest. Lone fronça les sourcils, l'ouest était une impasse. Mais Yann lui dit de lui faire confiance. Il ne la laisserait pas perdre. Elle ignorait que cette histoire à embranchement était bien cachée. À ce stade du jeu, personne de convaincu ne l'avait encore découverte. Ils avancèrent et, en chemin, entendirent le son d'une flûte. Les yeux de Yann s'affûtèrent. C'était lui qu'ils cherchaient, Yann Pat, le berger trans, un vieil homme, gardien de la forêt. Autrefois, sous sa protection, humains et Tran vivaient en paix. Mais quelque chose a changé. Des cultistes sombres sont apparus. La Trans s'est libérée et a commencé à massacrer des humains. Le conseil du Groenland a décidé d'éliminer le Tranking. C'était l'intrigue du donjon. Le vieil homme les a remarqués et les a immédiatement avertis de partir. Cet endroit était dangereux. La Trans tuerait n'importe quel humain à vue. Et une fois la nuit tombée, au clair de lune, leur force deviendrait encore plus terrifiante. Yann s'avance et le salue. Il dit qu'ils sont là pour éliminer la Trans et rendre justice. Yann Pat cracha et leur ordonna d'arrêter. Ceux qui méritaient la mort n'étaient pas en transe, mais ces viles créatures sous terre. Ce sont eux qui méritaient le châtiment divin. Sa voix tremblait de colère. Ces elfes noirs lui ont volé sa flûte et se sont cachés dans l'ombre, se moquant de tout. Murmuraland surprise. Était-ce une histoire cachée? Comment Yann a-t-il trouvé ce PNJ? Elle a demandé à Tchatcha qui exactement elle avait amené avec elle. Tchatcha n'avait pas de réponse. Zi sur le côté était juste choqué. Depuis quand Yann est-il devenu aussi fou? Sans déclencher cette quête, il ne pourrait pas vaincre Tranking, expert. Yann répondit calmement qu'il avait remarqué ces créatures en entrant dans la forêt et pria pour que la lumière sainte les purifie. Les yeux de Yann Pat s'illuminèrent. Cet aventurier pouvait vraiment les sentir. Il expliqua rapidement que 2 elfes noirs lui avaient volé sa flûte, la cause de tout. Sans elle, la forêt était en chaos. Il donna à Yann un objet spécial, de la poussière d'apparence, à utiliser 3 fois. Un consommable qui révèle tous les ennemis cachés dans un rayon de 30 mètres pendant 20 secondes. Il dit à Yann de les trouver, les tuer et récupérer sa flûte. Alors seulement, le Tranking pourra être vaincu. Yann accept. Avec l'objet en main, il dit à son équipe de le suivre, puis jeta une corde par-dessus la falaise et sauta. Les autres le suivirent rapidement. En avançant, Lan demanda s'ils savaient vraiment où étaient les elfes noirs. Yann dit oui. Ils se faufilèrent par une fissure étroite dans la falaise et prirent un chemin caché. Yann montra devant. Ils étaient là.
Yann répond simplement. Il les suivait depuis le début. Un frisson lui parcourut le dos. Elle regarda autour d'elle. Rien. Mais Yann les sentait déjà se rapprocher. Yann explique que les 2 elfes noirs étaient extrêmement prudents. S'ils ne finissaient pas cela d'un seul coup, ils s'échapperaient et les rattraper serait presque impossible. Les elfes restèrent cachés, les suivant silencieusement, attendant. Jusqu'à ce qu'ils mordent à l'hameçon. Yann jette la poussière d'apparence. Les silhouettes cachées sont révélées. Les elfes noirs paniquent, se retournent et tentent de fuir. Mais l'eau bouillie et Zed bloquent la sortie. Les elfes n'ont pas le choix et attaquent. L'eau bouillie résiste et bloque l'attaque. Zed leva la main. Le feu s'accumule vite. Une boule de feu jaillit et frappa un elfe noir. Lan et les autres accoururent. Yann ordonna « Terminez-les ». La flûte était sur leur corps. Il attaqua de front l'un d'eux. L'elfe se précipita. Claw Relate. Yann intervient et riposte. Un coup franc, moins 50. Lan enchaîne avec un swing précis, coupant le bras de l'elfe. L'elfe noir tombe, mort. Yann s'exclame et ramasse la flûte. Avec cela, défricher la forêt de Tran serait plus facile. La flûte de Yann Pat pouvait être utilisée par quiconque de niveau 0 et plus. Lorsqu'elle était activée, elle instillait la peur et réduisait les stats des créatures de 50%, tout en augmentant les HP des utilisateurs de Tran. Cependant, cela ne fonctionnait qu'à l'intérieur du donjon de la forêt de Tran. Tchatcha l'appela, ayant trouvé une lettre. En la prenant, Yann vit apparaître une nouvelle invite, une quête de branche cachée. Remettez la lettre secrète au général Veratran pour le prévenir de la contre-attaque de la tribu Drow. Elle a demandé ce qui était écrit, car elle ne pouvait pas tout lire. Yann a expliqué que c'était un scénario à embranchement. Une fois la forêt de Tran dégagée, il suffisait de retourner en ville pour la rendre. Tout le monde était ravi de la récompense inattendue et encore plus motivé à finir le donjon. Yann a donné la flûte à Boildwater, le tank principal. Boildwater était choqué. Ses PV ont bondi de plus de 300. Avec ça, affronter le roi Tran de front ne semblait plus si effrayant. Ils sont repartis. Zed ne cachait plus son admiration. À leur entrée dans la forêt, certains doutaient encore de Yann, mais maintenant, leur attitude avait changé. Il était fier. Bientôt, la forêt est devenue chaotique. Ils ont affronté les Trans ensemble. Les énormes troncs se sont effondrés les uns après les autres. Ils ont récupéré un bouclier rond en bronze offrant plus 10% de défense. Boildwater l'a comparé à son ancien équipement. Celui-ci était bien meilleur. Lan a demandé à Yann si elle pouvait acheter le bouclier. Elle savait que c'était un peu trop, mais avec lui, même sans Yann, leur équipe pourrait défier des donjons de niveau supérieur. Yann a dit qu'il n'avait besoin que de l'équipement de voleur et du bijou à plume du roi Tran. De toute façon, tout le reste serait vendu. Vendre, c'était vendre, donc s'ils en avaient besoin, ils pouvaient l'accepter. Lan le remercie sincèrement. Tchatcha s'est excusée, disant qu'elle avait perdu à cause d'eux, puis l'a remercié. Soudain, des vignes jaillirent du sol, la terre se fissurant. L'expression de Yann se durcit. Il les a avertis, le boss était arrivé. Tout le monde, préparez-vous. Formation maintenant. Guerrier en première ligne. Suivez ses ordres. Le roi des Trans est apparu. Niveau 4, classe seigneur, 100 000 points de vie. Il rugit, maudissant les humains pour avoir envahi son territoire. Puis il attaqua. Des vignes épaisses fouettèrent en avant. Yann esquiva sans effort. Lan était abasourdi. Un voleur de niveau 2 affrontait un boss de niveau lors 4 aussi habilement? Elle n'avait jamais vu ça. Yann donna des ordres immédiatement. L'eau boilée tanquait. Les combattants de mêlée restaient derrière lui. Les classes de magie ne pouvaient pas s'approcher à moins de 30 mètres du boss. L'eau boilée a ressenti la pression tout de suite. Sa défense était énorme. Yann a appelé les mages. Puis il donne le signal. Attaque. Ensemble. Des sorts de différents éléments tirés en même temps.